Bonjour, bienvenue pour la séance 5 du TD de propriété industrielle sur le droit des brevets. Donc vous avez pu avoir le temps de regarder le cours, notamment sur UNJF de Monsieur Clavier, pour avoir un bon premier aperçu du droit des brevets. Donc on va compléter avec cette séance 5. Donc on aura deux séances sur le droit des brevets, cette séance 5 et la séance 6. Comme vous l'avez compris, le but de ces petites vidéos, c'est pas du tout des vidéos qui vont durer 2 heures. Hein. Dans l'idée, ça va peut-être durer 10 minutes. C'est simplement de refaire un point sur ce que vous avez pu vous travailler, les documents, les arrêts, sur les cas pratiques, les sujets d'exposé, le procès qui ont pu avoir lieu. Donc moi, je viens de regarder toutes les vidéos, et donc on parlera un peu de tous ces sujets. Aujourd'hui, donc 4 temps. D'abord, il y avait un exposé sur les inventions sur le vivant, le brevet sur le vivant, la brevetabilité du vivant. Ensuite, il y a les deux cas pratiques. Je vous invite, parce qu'il y a le cas pratique du groupe de 16 heures et le cas pratique du groupe de 18 heures. On va voir les deux. Je vous invite aussi à chacun à aller voir aussi le cas pratique de l'autre groupe. On va parler des deux. Il y a notamment des thématiques qui se recoupent. Donc voilà. Et enfin, on parlera rapidement des 3 arrêts dans la séance 6. Voilà. Donc, tout d'abord, il y avait un sujet sur la brevetabilité du vivant. Première chose, j'encourage il y a trois de vos camarades qui ont fait une vidéo sur YouTube, une sorte de PowerPoint animé qui est vraiment très bien. Donc j'encourage ces 3 personnes, il faut que je retrouve leur nom, Jenny, Baptiste et Vincent. Très bonne vidéo. S'ils veulent partager cette vidéo qui est aujourd'hui en mode privé, si vous voulez la mettre sur Madoc, le lien YouTube, ça peut être très bien pour vos camarades. Après, j'ai aucune obligation, mais je trouve qu'elle était très intéressante. Et elle couvrait assez grandement toutes les questions qui pouvaient se poser sur les inventions brevetables. Donc ça peut être un bon outil pour vos camarades si vous le souhaitez. Sur donc la brevetabilité du vivant, que vous dire, voilà, j'ai pas la bonne feuille déjà. Sur la brevetabilité du vivant, je vous renvoie bien sûr à votre cours, hein, je vais pas du tout faire un cours sur ça. Les questions qui sont importantes, c'est déjà, première chose, c'est de bien distinguer, lorsqu'on parle de brevetabilité du vivant, de ce qui relève de la découverte et de ce qui relève de l'invention. Donc ça, c'est quelque chose de basique en droit des brevets, mais le simple fait de découvrir une nouvelle substance, de découvrir un nouveau processus essentiellement biologique, en soi, ce n'est pas brevetable. Ce qui peut être brevetable, c'est bien l'application qu'on peut en faire. Donc déjà, c'est de bien faire la distinction entre la découverte et l'invention. La découverte, c'est ce qui existait déjà, ça existait déjà, et le simple fait de découvrir quelque chose qui existait, eh bien, il n'y a pas d'activité inventive notamment. Donc ça, c'est la première chose qui est importante à bien noter. Ensuite, la question de la brevetabilité du vivant, c'est important parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est une question qui s'est grandement accentuée parce qu'au début, c'était avec l'arrivée des OGM, avec le séquençage ADN, et aujourd'hui, on le voit d'autant plus avec les virus, avec ce pourquoi on est là, et avec les conspirations sur pourquoi est-ce qu'il y a le Covid-19, est-ce que ça provient d'un brevet qui a été déposé par le CNRS il y a très longtemps. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, c'est des questions qui se posent de plus en plus, et dans les deux exposés, d'ailleurs, vous l'évoquiez très justement. Donc c'est un sujet vraiment qui est central et très important, et qui a forcément vocation à se démultiplier avec les nanotechnologies, comme c'était également évoqué dans un des cas pratiques. Donc c'est un sujet très important, donc, et en plus c'est un sujet phare qui tient à cœur à monsieur Clavier. Donc je vous invite d'ailleurs à travailler ces sujets-là, parce que c'est typiquement le type de sujet que monsieur Clavier aime bien. En matière de brevetabilité du vivant, globalement, on a un certain nombre de règles, des exceptions à la protection. Dès lors qu'on touche le vivant, le principe, bien sûr, c'est qu'on peut déposer un brevet, mais on a énormément d'exclusions dans le code de la propriété intellectuelle, qu'on peut recouper en 3 catégories, comme l'ont fait notamment vos collègues dans les exposés, alors que vous n'avez pas vu pour la plupart.
Donc c'est sur, voilà, on a des exclusions en lien avec les animaux, sur les animaux, sur les végétaux et sur l'humain, ça c'est intéressant. Donc voilà. Ensuite, vous avez un certain nombre d'exclusions. Je vous laisse voir votre cours sur toutes ces exclusions et toutes les controverses qui peut avoir lieu pour chacune de ces exclusions. Ensuite, on a, au-delà de ces exclusions catégorielles, on a une exclusion plus générale qui est la contrariété à l'ordre public. Là, elle est très importante parce que c'est une catégorie phare, large, contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Ça veut tout et rien dire, donc ça veut dire qu'on peut y mettre beaucoup de choses sans avoir de texte spécifique. Et donc, mais après c'est toute la question, qu'est-ce qui est contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs? Forcément, ça aide avec l'évolution de la société. Aujourd'hui, on ne peut pas déposer un brevet sur un clonage d'êtres humains. Peut-être que notre société, dans 100 ans, le permettra. Parce qu'on a une évolution de l'ordre public qui n'est pas la même. Mais la discussion, elle est essentiellement là. D'ailleurs, dans un des exposés, c'était intéressant parce que vos collègues évoquaient, ils expliquaient qu'il faudrait qu'il y ait des textes internationaux pour s'accorder sur ce qui est brevetable dans le vivant. Mais ça impliquerait qu'il y en ait un ordre public international. Or, qu'est-ce que serait cet ordre public international? Quelle serait l'éthique au niveau international lorsqu'on voit, par exemple, qu'en Corée du Sud, eh bien, on est beaucoup plus avancé sur le clonage et pour eux, il n'y a aucun problème de déposer des brevets sur le clonage. Donc, aller trouver un accord sur la notion d'ordre public, d'éthique au niveau de l'OMC, par exemple, ça me paraît inenvisageable. Mais après, on pourrait avoir cette discussion, mais ça me semble très, très compliqué. Déjà, l'ordre public au niveau de l'Union européenne, c'est compliqué. Au niveau international, ce serait très compliqué. Quel est le même ordre public entre prenez, oui, voilà, les États-Unis, la Corée du Sud, l'Europe, l'Iran, le Brésil, la Russie, c'est très, très différent. Voilà, donc cette notion de contrariété à l'ordre public, elle est essentielle. Et voilà, et ça ramène toute la question de la brevetabilité du vivant, c'est toujours une question d'équilibre entre les intérêts en présence. On a l'intérêt du brevet, pourquoi est-ce qu'on a le brevet? Pourquoi est-ce qu'on a mis en place le brevet? Donc c'est pour favoriser l'innovation, pour récompenser les sociétés qui font de la R&D, la recherche et développement. Et donc il faut leur accorder un monopole pour pouvoir gagner un peu d'argent. Mais de l'autre côté, on a d'autres intérêts, et bien voilà, c'est notre conception de la vie, c'est la santé publique, c'est la conception de la vie, notre éthique, on ne touche pas aux vivants. Donc on a des intérêts divergents qui se cristallisent aujourd'hui, bien sûr, une liste d'exceptions, mais qui sont forcément évolutifs et qui arrivent forcément après coup, les exceptions. C'est parce qu'il y a un problème sur le clonage que des textes sont intervenus. Demain, on aura justement peut-être de nouvelles problématiques qui vont intervenir sur, je sais pas, sur demain si j'ai un œil bionique qui est connecté à l'État pour me surveiller, pour vérifier que si je suis porteur d'une maladie type Covid-19, où est-ce que je vais et qui je vais rencontrer, et pour avoir toutes les personnes que j'ai pu voir. C'est voilà, est-ce que oui, non, aujourd'hui ça serait pas possible, mais voilà, c'est encore une fois, c'est des sujets qui sont évolutifs. Donc les deux exposés étaient intéressants sur ça, mais c'est vrai que le PowerPoint de vos amis a été très bien, donc je les encourage à le partager. Voilà pour le premier sujet. Ensuite, sur les cas pratiques. Le premier cas pratique, celui du groupe de 16 heures. Alors, que vous dire dans ce cas pratique sur le groupe de 16 heures? C'était avec la société, alors faut pas que je me trompe, ça c'était Lebon Construction, contre monsieur Steven Lebon. Ce qui était intéressant dans ce cas pratique, d'abord il fallait se poser la question, est-ce que véritablement on avait une invention? En tout cas, est-ce que Steven Lebon avait fait une invention complète? Puisque quand il est parti, il n'avait pas encore son invention qui était totalement terminée. Donc il y avait une interrogation sur est-ce que c'était suffisamment abouti pour qu'il puisse se réclamer d'un droit sur l'invention, puisque s'il n'avait pas complété son invention, ou s'il avait simplement qu'une idée, eh bien, il pouvait se réclamer d'aucun droit. Les idées restent de libre parcours, et donc c'est la personne qui a pu formaliser, en tout cas qui a pu démontrer son activité inventive. Là, dans le cas pratique, vraisemblablement, il n'y avait pas de difficulté, puisqu'il manquait simplement le choix de l'aluminium, et ça a été bien dit par une des parties dans ce procès.
Mais voilà, est-ce qu'il y avait une invention qui était suffisamment aboutie? Ensuite, c'est les catégories classiques. Ça, je vous renvoie à votre cours tout le monde sur les inventions, une invention de mission, une invention hors mission, et si elle est hors mission, est-ce qu'elle est attribuable ou non attribuable, avec toutes les conditions. Je vous renvoie au code, au manuel, à votre cours de l'UNJF. Donc là, dans ce cas pratique, eh bien, il fallait, voilà, c'était dans l'entreprise, mais à des horaires différents. Vraisemblablement ici, c'était pas une invention de mission, donc c'était une invention hors mission, et toute la question si est-ce qu'elle était attribuable ou non. Et ici, donc, c'est soit on considérait que la société, elle était bien titulaire, elle pouvait se faire attribuer la propriété, la titularité du brevet, soit elle ne pouvait pas, c'était une invention hors mission non attribuable, et dans ce cas, c'était le salarié qui pouvait se voir attribuer la titularité. Or, comme la société avait déjà déposé le brevet, bien, toute la question c'était est-ce que le salarié, s'il avait un droit, il pouvait mettre en place une action en revendication pour revendiquer la propriété de ce brevet. Moi, de mon point de vue, on était en présence d'une... ça reste assez compliqué, parce que toute la question c'était est-ce que c'était dans le domaine d'activité de la société Le Bon Construction. Elle est spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction en aluminium, donc certes la canne elle est en aluminium. Est-ce que véritablement, là on est dans un système de canne automatique en aluminium doté d'un système GPS? C'est pas dit que ce soit dans le domaine d'activité. Mon premier réflexe, ce serait de dire que c'est pas dans le même domaine d'activité. C'est pas simplement parce que le matériau il est similaire qu'on est dans le même domaine d'activité, mais là après c'était à chacun des plaideurs de me prouver le contraire. Voilà. Simplement, quand bien même on a une invention hors mission mais attribuable, ce qu'il était important de préciser, c'est que dans ce cas, il y avait une rémunération à prévoir. Et donc, ça a été bien dit par une des personnes, c'est-à-dire que, certes, Steven Le Bon pourrait ne pas récupérer l'invention, il n'empêche qu'il aura le droit à une rémunération qui ne lui a pas été accordée, si c'était une invention en mission attribuable. Et donc c'était bien justement, quelqu'un avait dit première partie revendication, deuxième partie à titre subsidiaire, rémunération. Voilà. Et enfin, donc là, sur la deuxième partie, sur la marque, bon là c'était moins essentiel, c'était quelque chose d'important. Ça n'a pas forcément été extrêmement bien traité. La seule question qui se posait véritablement, c'était l'antériorité d'une dénomination sociale sur la marque. Et donc, si on a une antériorité d'une dénomination sociale, eh bien, il fallait se poser la question du risque de confusion. Est-ce qu'il y a un risque de confusion entre la dénomination sociale et le nom et Steven Le Bon, donc entre la société Le Bon Construction et Steven Le Bon? Est-ce qu'il y avait un risque de confusion? Eh bien là, après, il n'y avait pas de réponse, c'était à chacun pouvait développer, sachant qu'on pouvait avoir une appréciation beaucoup plus stricte dès lors que Steven Le Bon, lui, il utilise son nom, son prénom et son nom. Donc, c'est un élément important à prendre en compte. Et donc là, il n'y avait pas forcément j'ai pas forcément de réponse, c'était à chacun pouvait avancer ce qu'il souhaitait. Donc voilà, les deux exposés étaient globalement bien. Celui de François et Juliette, il était très bien. Simplement, faites attention à ne pas inventer des faits parce que pour eux, ils ont des témoins, ils ont une enveloppe solo et ainsi de suite. Ça, c'était pas préjudiciable, mais effectivement, il faut dire qu'il peut y avoir des doutes, mais on n'invente pas de faits. Voilà.